Bonjour, je m'appelle Suzanne Murphy, je suis la consultante pour les services en français chez Autisme Ontario. Ça me fait plaisir d'accueillir Laurence Propst, maman d'un jeune homme qui a reçu le diagnostic d'autisme et consultante en autisme pour un conseil scolaire ici en Ontario. Laurence va partager avec nous ses deux rôles, les deux chapeaux qu'elle porte de façon quotidienne, son rôle comme maman et son rôle comme consultante en autisme. Laurence, bienvenue. Bonjour. Okay. Peut-être on peut commencer avec Morgane. Une petite introduction, qui est Morgane, les choses qu'il aime, ses activités préférées, avant qu'on parle du diagnostic et tout ça. D'accord. Morgane a 19 ans aujourd'hui. Donc, c'est un garçon plein d'énergie, très dynamique. Très jovial. Il aime la vie, il adore les voitures, les avions, les animaux. C'est un enfant qui s'occupe facilement avec tous ses intérêts spéciaux. Alors, donc ça, c'est Morgane en grande... Donc, 19 ans maintenant. Oui. OK. Et le diagnostic a été reçu à quel âge? Il a reçu le diagnostic à 3 ans et demi. OK. Peux-tu juste nous dire un petit peu cette époque-là? Le processus, c'était un petit processus un peu difficile parce que Morgane a eu d'autres difficultés. En plus du diagnostic d'autisme, avant ça, il a reçu d'autres diagnostics. Donc, il est né avec une malformation cardiaque. Ensuite, il a commencé des crises d'épilepsie à l'âge de 6 mois. Et il avait un diagnostic de retard de développement à 17 mois. Fait que le fait qu'il ait déjà reçu ces diagnostics avant ont fait que c'était difficile pour les médecins de vraiment se prononcer sur le fait qu'il avait l'autisme ou pas l'autisme. Okay. Alors, ça a pris plusieurs médecins, plusieurs évaluations, finalement, pour confirmer qu'il avait un diagnostic d'autisme à 3 ans et demi. Mais vous avez vu des choses? Oui. Okay. Moi, j'avais vu des traits, je pouvais voir les traits, vers l'âge de 2 ans et demi, je pouvais voir des traits très prononcés. Il alignait ses petites voitures, il paraissait un peu dans son monde, dans sa bulle. Donc, quand on appelait Morgane et qu'il jouait avec ses petites voitures, il répondait pas du tout, il réagissait pas quand on l'appelait. Il aimait être seul, il avait tendance à s'éloigner puis jouer seul. Donc, il ne cherchait pas nécessairement des interactions sociales avec moi, mais il semblait très heureux, par exemple, dès l'instant qu'il faisait ses petites choses, ses petites voitures, il était très heureux. Mais il avait quand même ce côté où on se demandait s'il était un peu connecté avec nous, si on peut dire. Oui. L'autre chose aussi, c'est que le langage ne se développait pas du tout. Alors, la question, c'était est-ce qu'il ne se développe pas à cause du retard de développement global ou parce qu'il y avait d'autres choses? Il n'y avait vraiment aucun son, il n'essayait pas du tout même de communiquer, d'aucune façon. Alors, c'est pas comme s'il s'approchait ou il pointait ou il faisait des gestes, pas du tout. Donc, il fallait vraiment deviner. Qu'est-ce qu'il avait besoin, qu'est-ce qu'il voulait. Alors, il pleurait et il criait à l'époque. Donc, c'était très difficile à savoir. Donc, ça, c'était un des points vraiment qui était important pour moi de comprendre pourquoi il ne communiquait pas. Donc, la communication se faisait par son comportement? Oui, oui, beaucoup. Okay. Donc, diagnostic à 3 ans et demi, oui. Suite au diagnostic, je pense, si tu pourrais partager pour les parents et les professionnels pour comprendre qu'est-ce qu'un parent vit au moment du diagnostic, parce que là, c'est toute une nouvelle, tu soupçonnais déjà, mais nous avons plusieurs parents qui ne s'attendent pas du tout au diagnostic d'autisme. Donc, un petit peu, si tu peux décrire le moment du diagnostic, un petit peu le labyrinthe des services, comment tu t'es pris en charge à ce moment-là? Au niveau du diagnostic, quand je l'ai enfin reçu, il y avait un côté de moi qui était soulagé parce que je me dis finalement, on a une explication pour toutes les autres choses qui n'étaient pas expliquées par ces autres difficultés. Alors ça, c'était un soulagement, mais c'était un deuil aussi. Alors c'était quand même dire, oh mon Dieu, ça c'est l'autisme, c'est ta vie. Il n'y a pas de cure, comme on dit. C'est qu'est-ce que je vais faire? Je ne connais pas l'autisme. J'avais aucune idée comment aborder même le sujet, comment même commencer les services. J'avais aucune idée à ce moment-là. Donc ça a été le côté qui était vraiment difficile. Donc c'est certain, pendant 3 jours, je pleure beaucoup. Puis la 4e journée, je me réveille et je dis, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
tu t'es donné la permission d'être triste. Oui, oui. Et je pense que ça, c'est important. Okay. C'est un deuil, quand même. Oui. Donc, je veux dire, j'ai eu beaucoup de tristesse, j'ai eu beaucoup d'inquiétude aussi. De quoi ma vie aura l'air, de quoi sa vie aura l'air, qu'est-ce que ça veut dire pour nous à long terme. Donc, j'avais beaucoup de questionnements, en fait. Et puis, après, quand ce petit bout de tristesse est passé un peu, je me suis dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Voici l'information que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? À l'époque que Morgane a eu son diagnostic, les médecins, 16 ans et demi même, les médecins ne nous informaient pas vraiment sur les services. Maintenant, ils le font plus, mais à l'époque, pas du tout. Donc, j'étais un petit peu à moi-même. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches vraiment de moi-même sur l'Internet. J'ai parlé à des gens autour de moi. Une chose qui m'a aidée, c'est que Morgane était déjà dans une école préscolaire de 2 ans à 4 ans, mais c'était une petite école privée pour enfants avec des retards de développement. Puis, il y avait une personne, une consultante en développement qui m'a aidée au moins à faire déjà quelques papiers, faire des demandes de services pour le gouvernement, mais elle le faisait sous l'aspect avant, quand Morgane avait un retard de développement. Donc, j'avais quand même commencé des services un petit peu avant. Après ça, au niveau de l'autisme, c'était vraiment de m'éduquer moi-même. Il y avait que ça. Donc, j'ai commencé à rechercher où est-ce qu'il y avait des ateliers pour les parents. Je me suis inscrite pratiquement à tout ce que je pouvais pour essayer de le comprendre un peu mieux. Et qu'est-ce que je pouvais faire surtout. Je me sentais un petit peu impuissante. Qu'est-ce que je fais? Par quoi je commence? Parce que ces difficultés étaient assez énormes. Donc, c'était à tous les points de vue. Alors, c'était au niveau de l'autonomie, la communication, le comportement, c'était beaucoup de choses. Donc, la socialisation, par quoi je commence vraiment. Oui, là. Oui. Donc, ça a été un petit peu, ça a été une grande recherche de mon côté. Donc, recherche sur Internet, discussion avec des... Lire. J'ai lu énormément. Okay. Ouais. Discussion avec les professionnels qui étaient déjà dans ta vie, élargir les sources ou regarder ailleurs pour d'autres services. Donc, qu'est-ce que les services avaient l'air, finalement? Oh mon Dieu, à l'époque, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Mais par contre, j'ai eu une chance, c'est que les services ABI commençaient juste à être annoncés. Donc, juste avant que Morgane ait eu son diagnostic, le ministère avait annoncé qu'il mettait énormément d'argent pour la thérapie ABI, ICI. Donc, à ce moment-là, comme j'étais au courant de ça, dès qu'il a eu son diagnostic, j'ai mis son nom sur la liste tout de suite. Et il a été d'ailleurs un des premiers enfants à recevoir le service ABI. À l'époque, il y avait 6 mois d'attente. Ils étaient même en train d'embaucher les équipes qui allaient travailler avec les enfants. La seule chose, bien sûr, je suis francophone, il n'y avait pas de service en français. Alors, j'ai dû accepter de recevoir le service en anglais. Mais quand même, j'étais quand même très consciente et contente d'avoir ce service-là. D'autres services ont pris beaucoup de temps. Par exemple, je l'ai mis sur la liste d'attente pour le Centre Genève pour l'autisme, pour recevoir des services à la maison. Ça a pris 5 ans pour recevoir des services individuels à la maison. Alors, j'ai dû être très proactive moi-même. Donc, et puis, quand l'équipe ABI a commencé avec Morgane, bon, bien sûr, tout ce qu'ils m'ont suggéré, c'est pas juste la thérapie, c'est important, c'est qu'on apprenne des choses des professionnels et on les pratique nous-mêmes à la maison. Là. Je veux dire, c'est pas miraculeux. Là. Les thérapeutes vont faire des choses avec l'enfant, mais nous-mêmes, comme parents, on doit continuer après. Alors, donc ça c'est partie des choses que j'ai faites. Ouais. OK. Donc, mais Morgane est bilingue. Oui. Peux-tu parler un petit peu de ça? Oui, ça a été un défi parce que l'autisme fait partie des désordres de la communication. Certaines personnes, donc certaines orthophonistes, certains thérapeutes vont penser que l'enfant devrait être unilingue quand ils ont l'autisme. Dans mon cas, mon ex-mari est anglophone, je suis française. Mon anglais, je parle avec un accent à couper au couteau, donc c'est comme parler une 3e langue pratiquement. Donc pour moi, ça faisait aucun sens de parler anglais à mon enfant. Mais on me demandait, il y a eu plusieurs professionnels qui m'ont demandé de parler seulement en anglais à mon garçon, parce que les services étaient en anglais. J'ai refusé. J'ai tenu mon point à ce niveau-là, sachant bien que j'avais toujours parlé en français à mon enfant jusqu'à l'âge de 3 ans et demi. Donc, ça faisait aucun sens pour moi parce que maintenant, il y a l'autisme à 3 ans et demi, je vais lui parler en anglais, ça faisait aucun sens pour moi. Puis, son langage réceptif se développait un peu.
en français. Et puis, donc, j'ai continué à lui parler en français et je ne lui ai jamais, jusqu'à ce jour, parlé en anglais. Maintenant, Morgan a appris les 2 langues. Il peut pas avoir une conversation, mais il peut définitivement dire qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il veut dans les 2 langues parfaitement. Il associe les gens avec la langue, donc il change la langue selon la personne qui lui parle, si c'est une anglophone ou un francophone, qui est merveilleux. Il mélange pas les langues du tout. Donc, c'est ça. Alors, il y a trop bien. Ce que j'ai remarqué chez lui, par exemple, c'est que son langage réceptif s'est d'abord développé en français et après, ça s'est automatiquement transféré en anglais. Okay. Ça se faisait pratiquement automatiquement. Donc, je suis contente d'avoir tenu mon point à ce niveau-là parce que c'est possible. Il était dans une école de langue française. Oui, il a été en garderie en langue française et après ça, il était à l'école en français, oui. OK. Donc. OK. Un petit peu la transition à l'école, parce qu'il y avait 3 ans et demi, l'école commence. Est-ce que tu peux parler un petit peu de la transition? Qu'est-ce que tu dirais aux parents pour la transition vers l'école? Oui. Bien, la transition, ça n'a pas été nécessairement une transition facile, bien sûr, comme ça ne l'est jamais. Une entrée en maternelle est difficile. Pour un enfant neurotypique ou un enfant qui a l'autisme, ça peut être encore pire. À ce moment-ci, il n'y avait pas de service en autisme. Vraiment, dans le conseil scolaire, quand moi j'ai commencé, il n'y en avait pas. Donc, j'ai vraiment moi-même dû faire mon propre plan de transition, si on peut dire, pour mon garçon. Donc, je leur ai donné beaucoup d'informations. J'avais préparé comme toute une trousse d'informations avec ses diagnostics, comment est-ce qu'on peut faire avec lui. Je les ai accompagnés beaucoup dans les débuts. Parce que Morgan avait quand même beaucoup de problèmes de comportement, faisait beaucoup d'anxiété. Toutes les transitions étaient extrêmement difficiles pour lui. Donc, ils avaient vraiment besoin de cet appui-là au début. Alors, c'est moi-même qui a pris en charge, si je peux dire maintenant, les plans de transition pour mon garçon maternel, oui. Okay. Mais comme professionnelle aussi, comme consultante en autisme, les transitions sont encore très importantes pour toi. La planification des transitions. Est incroyable, oui. Et puis, d'ailleurs, j'ai appris ça comme maman. Quand je suis devenue consultante en autisme, ça, c'était un de mes points très importants, c'est de bien préparer les plans de transition à l'avance et bien sûr, d'impliquer la famille dès le début dans les transitions majeures. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire ensemble, un travail d'équipe. Donc, par exemple, nos enfants qui sont inscrits maintenant pour la maternelle en septembre, je commence les plans de transition vers le mois d'avril. Okay. Puis, cela veut dire, ça je parle pour les entrants maternels, là. Donc là, je veux rencontrer la famille avant, bien que l'école commence, je veux rencontrer l'enfant, je veux observer l'enfant, je veux apprendre à connaître l'enfant avant. Comme ça, on a déjà une bonne idée des forces de l'enfant et des besoins de l'enfant bien longtemps avant qu'il commence l'école. Qu'est-ce que tu conseilles aux parents? Quelle sorte d'informations partager avec l'école? Je pense qu'il faut rester très ouvert au niveau de l'information. Quelquefois, les parents sont un peu inquiets de donner trop d'informations, surtout sur les diagnostics ou un rapport médical, par exemple. C'est important de partager ça avec l'école. L'école a besoin de connaître votre enfant. Donc ça, je dirais que c'est vraiment de travailler en collaboration, travailler ensemble et trouver des stratégies ensemble qui vont fonctionner aussi pour l'enfant. Le parent est la personne qui connaît le mieux l'enfant. Donc, les professionnels comptent sur le parent pour nous donner des informations très importantes comme c'est quoi les intérêts de l'enfant, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est quoi les choses à éviter. C'est tellement important. Et il n'y en a pas un qui est pareil, il n'y a pas un enfant avec l'autisme qui est le même. Donc, c'est vraiment très individuel à l'enfant. Donc, moi, je dirais que la famille doit vraiment partager le plus d'informations possible, autant médicales que simplement les choses de la vie de tous les jours. Donc, ça nous amène à ton cartable que tu as créé. Oui. Ça fait des années. Oui, ça fait pas mal d'années. Donc là, on retourne un petit peu dans ton rôle de maman, mais que l'information est transférée dans ton rôle de professionnel. Absolument. Une chose que j'ai appris, dans le cas de Morgan, il y avait beaucoup de rapports médicaux. Il a été vu par tellement de monde, ergothérapeute, orthophoniste. Il y a vu beaucoup de monde dans sa petite vie. Alors, j'ai vraiment organisé des cartables à la maison avec toutes les différentes stratégies que j'avais reçues, différents rapports. Mais je me suis dit, l'école a besoin d'avoir ça. Comment est-ce que je peux les organiser de façon que la formation va être facile pour eux de le lire et les petits trucs qui vont les aider dans la vie de tous les jours. Donc, j'avais juste créé ce cartable-là et puis j'avais mis une petite phrase d'inspiration
pour les aider à comprendre que Morgan, malgré toutes les difficultés qu'il a un grand potentiel pour apprendre. Donc ça, c'est important de continuer dans cette voie-là. Puis, j'avais littéralement organisé ceci parce que Morgan fait des crises d'épilepsie, par exemple. Je veux dire, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde sache comment gérer une crise d'épilepsie. Comment est-ce qu'il peut faire et de quoi ça ressemble, sa crise, pour lui. Donc, c'était important qu'ils aient cette information-là. Le comportement, on avait beaucoup, comme Morgan ne communiquait pas, il avait énormément de problèmes de comportement, beaucoup d'agressivité quand même. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'il essaye de communiquer? Alors, toutes ces choses-là, j'ai essayé de les rassembler dans vraiment littéralement un cartable où ce soit facile pour les professionnels de regarder et de se dire, oh oui, c'est vrai, maman nous a parlé de ça. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? On peut pas se souvenir de tout. C'est impossible. Puis, ils n'ont pas juste un enfant à s'occuper aussi. Il faut s'assurer. Dans une classe, il y a plusieurs élèves, donc il faut que ce soit individuel. Donc, c'était ces choses-là. Alors, j'ai mis pas mal d'informations. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, moi-même à m'organiser, mais à aider l'école à avoir plus d'informations. Donc, la photo. Oui. La photo qui dit, c'est un élève. Oui. Lui-même individuel. C'est ça. Mais c'est vraiment un aperçu de l'élève ou de l'enfant à ce moment-là de la vie, avec le passé, en vue du futur. C'est ça. Puis la raison pour laquelle j'ai mis sa photo, c'est aussi pour dire, on a tous ces rapports médicaux avec des noms, mais on n'arrive pas à faire de lien avec l'être humain. Puis je voulais vraiment regarder un petit être humain derrière tous ces rapports médicaux-là qui disent telle chose, qui ne sont pas nécessairement toujours positives. Donc, je voulais qu'ils regardent, qu'ils n'oublient pas le visage derrière. Comme professionnel, je peux te dire que quand un parent fait ça, si on n'a pas toujours la chance de rencontrer le jeune avant la rencontre à l'école, même si, comme toi, je préfère rencontrer, au moins on a un visage. C'est ça. On parle de ce jeune ici. Oui. Puis ça, je trouve que c'est très important. Absolument. Donc, un cartable, information organisée, mettre à jour régulièrement. Voilà, c'est ça. Comme parent, ça fait quand même 16 ans et demi. Tu as dit que tu as pleuré pour 3 jours. Tu n'es pas la seule maman ou le seul parent qui a mentionné ça. Et la 4e journée, tu t'es pris en main. Mais je ne pense pas que tu es en train de dire que tu n'as pas pleuré après ça. Oh non, absolument. Non. Il y a des moments. J'ai eu 3 jours, quand je pense, c'était intense, où vraiment je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mais après ça, non, absolument. On a beaucoup de hauts et de bas. Et puis, c'est vraiment de prendre une journée à la fois. Alors ça, j'ai appris ça avec le temps. Quelquefois, je me dis, j'aurais aimé savoir ça quand j'ai débuté. Oui, quelles sortes de choses, quels sont les ça? J'aurais aimé savoir ça. Est-ce que tu peux penser aux exemples? C'est toujours plus facile, 15-16 ans plus tard, pour dire « Ah, ça l'aurait eu ». Qu'il y a une lumière au bout du tunnel, d'abord. Il y a quand même une lumière au bout du tunnel. Et puis, les enfants progressent. Les enfants adoptent des nouveaux comportements plus positifs. Ça va s'améliorer. Ça prend juste du temps. Donc ça, c'était plus de penser à ça aussi. Une chose que j'avais tendance à faire, que j'aurais aimé, que je ferais différemment aujourd'hui, c'est que je prenais pas assez de temps pour moi-même. Morgan était devenu comme mon projet. Il fallait que tout, je sache, que je comprenne tout, pas que je le sauve, mais que je fasse tout ce que je peux en mon pouvoir et avoir cette impression que je faisais jamais assez. Maintenant, aujourd'hui, il y a 19 ans, puis je sais que j'ai fait assez. Je sais que j'ai fait beaucoup. Mais à l'époque, j'étais pas capable de le voir. J'étais juste constamment en mouvement. Mais en faisant ça, et me donnant aucun temps pour moi-même, j'existe. J'ai oublié que Laurence existait. Il y a la maman de Morgan, mais il y a Laurence, l'être humain aussi. Et j'ai comme oublié cette partie-là. Et il a fallu que je m'épuise complètement avant de réaliser qu'il fallait que je change certaines choses et que je sois un peu moins dure sur moi-même, que je prenne du temps pour moi-même. Un des services que j'ai utilisés, que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est des services de répit. Les services de répit sont vraiment importants. Puis je le suggère à toutes mes familles. Et souvent, les familles se sentent presque coupables d'embaucher quelqu'un qui va travailler avec leur enfant pendant que eux, ils aillent au cinéma, par exemple. Ils prennent du temps ensemble ou avec les autres frères et sœurs. Ça aussi, c'est important. Et je leur dis toujours, mais ça l'est pas. C'est vraiment important de prendre soin de vous, de prendre soin de votre couple, de prendre soin des autres enfants. On peut pas
pas être partout en même temps. Et dans le cas de Morgan, il adorait quand la personne que j'avais embauchée venait le sortir. Il adorait ça, en fait. C'était bye-bye maman. Et puis, il était bien content, en fait, que maman s'en aille. Il faut composer avec ça. Oui, oui. Il dit bye-bye c'était bye-bye maman. Mais je me suis rendu compte à quel point c'était utile. Puis moi, ça me permettait de donner un petit break. Aussi, j'ai commencé à faire des activités que j'avais toujours voulu faire, mais que je me donnais pas l'autorisation de faire, parce que je me sentais coupable. J'ai l'impression que mon rôle, à ce moment-ci, c'était juste d'être la mère de Morgan et de faire tout pour cet enfant-là et de rien faire pour moi-même. Mais à un moment donné, il a fallu que je change cette façon de voir ça. Puis je suggère souvent à mes familles, pensez à vous, faites quand même, si vous aviez une passion avant, continuez-la, même si vous avez votre enfant, peut-être moins autant, avec autant de temps, par exemple, si on, je ne sais pas si on fait le tennis ou n'importe quel sport, ou ça peut être n'importe quoi, vous pouvez continuer à faire ces activités-là. Peut-être pas aussi souvent, mais le faire quand même. Puis je pense que ça, c'est un côté que moi, j'ai pas... J'aurais aimé savoir ça. Puis j'aurais pris soin de moi plus tôt dans le processus que versus Morgan. On devient consumé par nos enfants et puis on a l'impression qu'on se sent coupable, à la limite même, de faire d'autres choses. Okay. Donc, tu aurais aimé le savoir ou peut-être l'entendre de quelqu'un. Oui. Est-ce que tu te souviens à quel moment peut-être ça a cliqué que tu avais oublié Laurence dans ça? Morgan avait déjà quand même, il y avait au moins, je dirais, 9-10 ans avant que j'ai réalisé que là, je commençais vraiment à m'épuiser. Il fallait que je recharge mes batteries. Morgan avait 12 ans quand j'ai commencé ma passion, qui est la danse. J'ai commencé ça, puis c'est la meilleure chose que j'ai faite pour moi-même. Finalement, j'oubliais tout sur la piste de danse. Je pouvais vraiment me déstresser complètement. Puis après ça, on est juste des meilleurs parents. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on prend soin de nous, on devient de meilleurs parents. On est plus patient automatiquement. On sait changer les idées. On a géré un peu plus avec notre stress. C'est stressant d'avoir un enfant qui a des grandes difficultés à la maison, que ce soit l'autisme ou un autre diagnostic, vraiment. Ça peut être très difficile, c'est très taxant sur la personne. Donc, il faut trouver des façons de gérer ça, tout en faisant ce qu'on a à faire pour notre enfant. Okay. L'équilibre. C'est l'équilibre. L'équilibre entre les deux, oui. Peut-être si tu l'aurais entendu plus tôt, peut-être. Pas tout le monde est à la même place pour l'entendre, même si quelqu'un le dit. Oui. Donc, ton rôle comme maman d'un enfant avec un profil assez complexe influence ton rôle comme professionnel. Oui. Tu as déjà parlé que tu rencontres les parents. Peut-être on peut élaborer un petit peu. Oui. Donc, tu reçois un courriel, une de tes écoles, nous avons un élève avec un nouveau diagnostic ou un appel de l'école. Peut-être juste décrire qu'est-ce qui arrive après ça. OK. Alors, dès que l'instant que j'ai un nouvel élève, pour qui les parents acceptent bien sûr les services, il faut que les parents acceptent les services, mais une fois que ceci est fait, moi, j'aime toujours commencer, dès ma première visite, je veux rencontrer la famille. Je leur donne une trousse d'informations, une trousse générale, mais qui donne quand même beaucoup d'informations sur c'est quoi l'autisme, où sont les services, bien sûr les informations sur Autisme Ontario, sur le Centre Genève, sur différentes choses. Puis ça, je pense que c'est important. Puis j'y vais toujours un peu avec un seuil complètement neutre, parce que il n'y a pas une famille qui est pareille. Alors, il y a des parents qui ont beaucoup d'informations et qui ont déjà lu beaucoup, un peu comme moi j'avais fait, et d'autres pas du tout, qui n'ont aucune idée. Le médecin ne leur a pas vraiment expliqué qu'est-ce que c'est le diagnostic, qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Donc, selon la famille, je vais m'ajuster et partir de où eux ils sont, puis de voir c'est quoi leur questionnement, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre aussi. Alors, je vais toujours un peu dans ça, mais je pense pour moi c'est hyper important de le commencer dès le début, dès la première visite. D'abord, c'est des parents, ils ont signé un bout de papier pour dire que j'ai le droit d'aller observer leur enfant. Je veux qu'ils mettent un visage sur le bout de papier. Je trouve que c'est important d'avoir ça. Comme ils ont une madame, il y a une madame qui va venir dans la classe, qui va parler de mon enfant, qui va lire le dossier de mon enfant, je ne sais même pas qui elle est. Donc ça, pour moi, c'est super important de le faire dès le début. Comme ça, ils ont un visage, ils savent pourquoi ils ont signé un consentement pour mes services et ils savent qu'est-ce que je vais faire. C'est quoi mon service au juste? Parce qu'ils n'ont aucune idée à ce moment-là. Puis, beaucoup d'empathie aussi. Il faut toujours comprendre que quand ils viennent juste d'avoir le diagnostic, c'est vraiment difficile pour le parent. Donc oui, certains parents vont pleurer, certains parents vont juste rien dire, ou certains vont parler beaucoup, certains vont avoir beaucoup de questions. Donc c'est de s'ajuster selon où la famille est
et de leur donner le plus d'informations possible durant cette journée-là. OK. Donc, c'est à toi de t'ajuster. Oui, c'est à moi de m'ajuster. À ce moment-là, à cette première rencontre-là, c'est à moi de m'ajuster, absolument. Et on voit l'importance encore du visage. Comme le visage de Morgane, c'est voilà la personne qui est dans la vie de mon enfant, parce que tu as déjà mentionné la gamme de professionnels qui peut être dans la vie de la famille. Puis je pense que ça, c'est l'autre côté. Tu es une nouvelle professionnelle, une nouvelle personne. Encore une autre personne. Avec toutes les autres personnes. C'est ça. Non, c'est important. Une chose aussi que j'aime faire avant de rencontrer la famille, par contre, je vais aller observer l'enfant. Je vais au moins avoir de l'information sur l'enfant. Je vais avoir un visage avant même de parler aux parents quand même. Mais tout ça se fait dans la même journée. Donc, l'Ontario d'aujourd'hui, comparer les services aujourd'hui, tu as mentionné Autisme Ontario, les programmes, les services, le Centre Genève pour l'autisme qui est à Toronto, mais qui peut être, il y a un accès quand même en ligne. Autre service? Oui, bien sûr, le service qui est super important maintenant, c'est le service ACA, ABA. Donc ça, bien sûr, c'est l'information que je donne aussi aux parents. Tous les enfants ont droit à cette thérapie-là, qui est payée par le ministère de l'Enfance et de la Jeunesse. Et ils ont droit jusqu'à l'âge de 18 ans. Du moment où ils ont le diagnostic, à l'âge de 18 ans, ils peuvent faire partie plusieurs fois de... Ils vont bien sûr être sur une liste d'attente, mais une fois qu'ils ont le service, ils peuvent repartir sur la liste d'attente pour recevoir d'autres services plus tard. Alors ça, c'est une information que je donne aussi dès le premier jour. C'est super important de les mettre tout de suite sur la liste d'attente. Et selon la région, bien sûr, parce que c'est des agences différentes qui gèrent le programme selon la région. Donc, selon où je rencontre la famille, je vais leur donner cette information-là pour leur région. Oui. OK. Est-ce que tu parles un petit peu d'IBI, ICI, que Morgane a eu la chance de recevoir? Oui, parce que l'IBI est vraiment pour certains enfants spécifiques, alors selon la sévérité de l'autisme. C'est là qu'on va décider de... Souvent, le médecin va déjà les référer si le médecin n'a pas référé et que moi, personnellement, je pense que l'enfant pourrait bénéficier de la thérapie IBI. Je vais leur donner l'information pour qu'ils puissent mettre leur enfant sur la liste d'attente, oui. Comme est la réalité, les élèves sont déjà à l'école et puis le diagnostic va suivre. Donc, on a parlé de la transition vers l'école. Donc, si tu peux élaborer un petit peu sur les autres transitions. On va dire que l'élève peut être en 2e, 4e, 8e, 11e. Absolument. En fait, il y a des transitions tout le temps. Alors, dans nos plans de transition, on a même les transitions entre chaque activité. Il y a quelquefois, c'est l'entrée à l'école le matin qui est difficile, ou entre la garderie et l'école. Alors, il existe des plans de transition différents, mais il y a aussi les transitions, ça c'est ce qu'on appellerait plutôt une transition mineure quotidienne, mais il y a aussi les transitions comme chaque année, quand on change de niveau, c'est important que le prochain enseignant, on ne recommence pas à zéro, là. Tout ce qui a été fait, par exemple, l'enfant est en 2e année et on a mis plein de choses en place, on veut s'assurer que l'année prochaine, ça se continue et qu'on ne recommence pas à zéro en septembre. Alors, le plan de transition va avoir lieu, il y aura un plan très spécifique, la famille est toujours impliquée, parce qu'ils ont toujours des choses à rapporter, des choses nouvelles aussi. Bien sûr, il y a les transitions pour le secondaire. Ça, c'est une transition majeure que moi, je commence personnellement 6 mois à l'avance. Je les commence en janvier et je la commence toujours avec une rencontre avec la famille parce que je veux entendre c'est quoi leurs inquiétudes quand ils vont rentrer, quand leur enfant va changer d'école. C'est quoi leurs inquiétudes? Et en général, ils en ont beaucoup. Il faut leur donner une écoute. Il faut qu'ils aient la chance de pouvoir dire c'est quoi leurs inquiétudes. Et ensuite, après ça, on peut répondre. On peut faire le triage et voir comment est-ce qu'on peut adresser ces inquiétudes-là. Et bien sûr, mettre tout ça dans le plan de transition. Après ça, bien sûr, il y a le post-secondaire. Alors, les transitions sont du début jusqu'à la fin. C'est des transitions constantes, oui. J'apprécie que tu mentionnes les transitions quotidiennes parce que je pense souvent on oublie que c'est des transitions quand même. Et si le jeune vit des défis, il faut vraiment viser le moment difficile et voir qu'est-ce qui se passe. Mais les transitions d'une année à l'autre aussi, souvent, même quand on parle aux parents, ils ne vont pas penser à ces transitions. Non. On a tendance à penser aux transitions d'une école à l'autre, d'un palier à l'autre.
On oublie, non, non, absolument. Puis quelquefois, on vit beaucoup de difficultés. On a eu des enfants pour qui la transition se fait pas bien de la garderie, qui est souvent dans l'école même, et après le transfert se fait pas bien pour arriver dans la salle de classe. Ouais, il faut prévoir quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire comme activité de transition pour aider l'enfant à pouvoir passer de là à là? Puis ça arrive quand même assez plus régulièrement qu'on pense. Certaines activités sont très difficiles quand il y a un spectacle, par exemple, quand il y a une messe, ben, pour un conseil catholique, je veux dire, donc ça peut être plein de choses. Alors, il faut y penser à toutes ces choses-là. OK. Okay. Et le rôle de l'élève ou de l'enfant ou du jeune dans les transitions. Souvent, on va parler aux parents, mais je sais que toi, tu impliques les jeunes aussi à certains moments. Oui, oui, surtout quand ils sont plus vieux. Alors, définitivement, ils vont faire partie de la discussion. Une fois qu'ils connaissent leur diagnostic aussi, ça, c'est un point qui est important. Quand est-ce qu'ils vont connaître le diagnostic et comment tout le monde est à l'aise avec le diagnostic? Inclure bien sûr la famille en premier. Est-ce que l'enfant le comprend? Suite à ça, on peut impliquer de plus en plus l'enfant à ses propres plans de transition. OK. Oui. Qu'est-ce que tu dis à un parent qui te demande « Est-ce que je devrais lui dire? » Moi, je leur suggère toujours que c'est une bonne idée, mais il faut attendre que l'enfant est mature assez pour comprendre. Et il faut attendre que la famille comprenne et accepte le diagnostic. Quelquefois, les parents n'acceptent pas toujours bien le diagnostic. Ça, c'est la réalité. Il y en a qui n'ont pas encore fait leur deuil. Alors, une fois que cette partie-là est faite et qu'on est à l'aise, là, on peut en parler. Mais je ne dirais pas que ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire rapidement tout de suite, mais c'est quelque chose qu'on veut y penser. On plante des graines. Il existe plein de ressources pour expliquer le diagnostic à l'enfant. D'ailleurs, dans la trousse, je mets un article là-dessus, comment parler du diagnostic à son enfant. Moi, personnellement, de mon expérience au niveau professionnel, ce que j'ai remarqué, c'est que l'enfant commence vraiment à se questionner à partir de la 3e année. La 3e année, j'entends des commentaires comme « je suis stupide », je ne suis pas comme les autres, ils vont avoir des perceptions assez négatives d'eux-mêmes. Et c'est à ce moment-là que je préfère qu'ils aient les vrais mots. Je préfère bien mieux qu'un enfant sache qu'il a l'autisme, avec toutes les bonnes choses qui viennent avec l'autisme. Il y a des choses fantastiques qui viennent avec l'autisme, et versus que je pense que je suis stupide. Alors, à ce moment-là, quand on entend ce langage-là, je pense que c'est là qu'il faut vraiment se parler. Comment est-ce qu'on va le faire? Oui. OK. Les choses fantastiques que tu as vues chez Morgan ou autre? Juste un partage. L'enfant, ben, ils ont une mémoire phénoménale. Je veux dire, la mémoire est incroyable. Pour le bon et le... Pour le bon et le mauvais. Ils se souviennent des mauvaises choses aussi, mais ils ont vraiment une excellente mémoire. Leurs intérêts font qu'ils sont tellement bons dans certains domaines aussi. Il faut les travailler. Moi, j'ai tout appris avec Morgan, avec son amour des petites voitures. Littéralement, on travaillait les couleurs, les nombres, les dessus, le dessous. J'ai tellement fait de choses avec les petites voitures. Même sa tolérance. Parce que lui, par exemple, il alignait les petites voitures et il ne tolère absolument pas qu'on change de sens une petite voiture. Puis je le faisais exprès. Et je lui ai appris à tolérer, à changer le sens de ces voitures, qu'elle est toutes dans le même sens. Des petites choses comme ça. Donc, on apprend énormément de choses. On peut enseigner énormément de choses avec les intérêts de l'enfant. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Comme parent, il ne faut pas l'oublier. Comme professionnel, il ne faut pas l'oublier. Comme enseignante, surtout. Donc, il faut connaître qu'est-ce que l'enfant aime. Et ils excellent dans ces domaines-là. J'en ai qui sont excellents en maths, j'en ai qui sont excellents en sciences, ou dans les Legos, dans les constructions. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Alors, il faut vraiment regarder ces aspects qui est quand même un avantage d'avoir l'autisme à ce niveau-là, si on peut dire. Moi, je travaille énormément avec ça d'abord, en premier. Puis, ensuite, on avise les autres difficultés. C'est presque ta première question. De qui est l'enfant? Oui, c'est ma première question. C'est qu'est-ce qu'il aime, qui il est. Oui. Un peu comme tu m'as posé la question au début, qui est Morgan? C'est un peu la même question que je poserais avec mes familles. Qui est votre enfant? Parlez-moi de votre enfant. Donc, tu es devenue experte peut-être dans les petites voitures? Ah oui, les petites voitures, conséquences de Morgan et ses intérêts. Oui. Mais vous faites plusieurs choses ensemble aussi. Ah oui, mais les intérêts de Morgan ont élargi avec le temps, bien sûr. Alors, on a introduit, par exemple, des ambulances et des pompiers. Et puis, éventuellement, on se promenait sur l'autoroute, étant donné qu'il adore l'autoroute et les camions. Et après ça, c'était les trains. Et puis là, les avions. Alors, on va souvent à l'aéroport, regarder les avions passer au-dessus de notre tête. Alors, on faisait énormément de conversations, mais dans chaque objectif, chaque activité, il y avait un peu d'apprentissage qui se faisait pour élargir ses horizons. Parce que quand il était petit, c'était absolument juste une sorte de voiture
la même sorte de voiture. Maintenant, c'est élargi à plein de choses. Alors, et puis, il aime les animaux, par exemple. Alors, avec le temps, j'ai découvert qu'il avait cette douceur envers les animaux. À chaque fois qu'on allait à la ferme, il aime les lapins, il adore les lapins. Alors, on a pris ça, puis on a commencé à faire plus de choses avec les lapins. Alors maintenant, par exemple, il a un iPad et on fait des recherches sur les lapins sur YouTube. On fait des recherches sur les avions. Puis il y a plein de choses sur YouTube, les avions qui décollent, les avions qui atterrissent. Alors, j'ai vraiment élargi son monde, mais on part d'une chose et puis on agrandit. Okay. Mais en partant toujours de qu'est-ce qu'il aime et c'est quoi qui le rend confortable aussi et heureux. Donc, l'apprentissage peut se faire de façon très naturelle. Complètement. Ce n'est pas toujours des leçons assises. Non, absolument. Oui. Puis je sais que dans une école, quelquefois, c'est un peu difficile à le faire, mais l'apprentissage différencié, c'est super important pour ces enfants-là. Ce sont pour la plupart des apprenants visuels. Il faut inclure du visuel. Si on n'inclut pas de visuel dans la leçon, ça va être difficile. Si on n'inclut pas du kinesthésique, certains enfants apprennent en faisant. Il faut plusieurs choses pour que l'enfant puisse apprendre. Il n'y a pas juste une façon de faire les choses. Mais moi, dans mon cas, bien sûr, j'étais souvent à quatre pattes par terre avec mon enfant pour lui apprendre quand il était jeune, oui. Okay. Donc, j'entends, il y a l'autisme et la personne. Oui. Il faut comprendre le domaine, il faut comprendre comment on s'est rendu là avec le diagnostic, mais n'oublie pas la personne dans ça. Toujours. Okay. Oui. Et n'oublie pas le parent. Non, bien sûr. Oui. J'entends la collaboration. Oui. Et entre, pas juste l'école et la maison, mais... Avec tous les professionnels autour. Qui peut vraiment... Certains parents peuvent vraiment se sentir dépassés par juste le nombre de personnes. Puis il y a de quoi. Puis tout le monde a une opinion. Alors, moi aussi, ça, c'est une des choses que j'avais rencontrées. Certaines personnes vont vraiment avoir des opinions assez fortes sur comment les choses doivent être faites, mais il faut que ce soit confortable pour nous aussi. Alors, il faut faire la part des choses quelquefois. Donc, oui, ça, c'est important. Puis aussi, l'autre chose, c'est plus tard, on va faire affaire avec des professeurs différents chaque année pour nos enfants. Puis chacun a sa personnalité. Il y a des gens qui ont de l'expérience avec nos enfants, d'autres qui n'en ont pas. Alors, il faut aussi, nous-mêmes, comme parents, comprendre où est l'autre personne qui doit gérer notre enfant. C'est pour ça qu'on doit lui donner beaucoup d'informations. On ne peut pas s'attendre à ce que chaque prof, en septembre, va tout connaître sur notre enfant et sur l'autisme. Alors, nous, on doit aussi prendre du recul et travailler avec l'équipe école. Alors ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris de faire les deux, portant les deux chapeaux. J'ai été la maman qui avait des réunions à l'école, quelquefois pas toujours faciles, et je suis le professionnel qui a eu des rencontres avec les parents qui n'étaient pas toujours faciles. Alors, c'est dans ce sens-là, mais il faut travailler ensemble. Puis, je le dis tout le temps, il y a un proverbe qui dit « ça prend un village pour élever un enfant », puis dans l'autisme, ça prend un grand village pour élever un enfant. J'ai toujours le grand, ça prend une ville quelquefois. C'est de ramener le village ensemble et d'avoir un objectif commun pour le bien-être du jeune, finalement. Tout le monde veut la même chose. Puis je pense que mon message aux parents, c'est de comprendre que tout le monde veut le bien-être de l'enfant. Il n'y a personne qui veut quelque chose de mal pour l'enfant. On veut le bien-être de notre enfant, mais les équipes qui travaillent avec les enfants, en général, ils sont toujours bien intentionnés, ils veulent le meilleur. Mais c'est la compréhension, c'est le processus, c'est le comment qui doit être travaillé ensemble, quelquefois. Oui. Et continuellement. Et continuellement, c'est continu. Okay. Ça ne s'arrête pas. Wow, beaucoup d'informations pour nos parents et les professionnels qui écoutent. Comme j'ai dit, il y a l'autisme, ensuite il y a la réalité. Donc, Laurence maintenant, plus sage, 16 ans plus tard, 16 ans et demi plus tard, ton cheminement dans le monde de l'autisme comme maman et comme professionnelle. J'ai entendu des messages clés. Je vais essayer de les résumer et tu peux ajouter. Tu as une responsabilité à t'éduquer. Je pense qu'on peut parler aux professionnels comme aux parents. Oui. Une responsabilité de t'éduquer sur ton enfant, sur ton élève. Partager son profil individuel, être humain, unique, individuel, un petit peu comme Stephen Shore dit, si tu as rencontré une personne autiste, tu n'as rencontré qu'une personne autiste. C'est très vrai. C'est vraiment qui est cette personne ici. Aller la chercher dans ses intérêts. Est-ce qu'on peut intégrer ces choses-là? Développer une relation avec l'élève à partir
de l'élève. Bien sûr. L'enseignement peut se faire de façon dans l'environnement naturel, amusante, si on a l'esprit ouvert. L'esprit ouvert, c'est important. La collaboration, j'entends la collaboration. La patience avec l'équipe. Que tout le monde a un niveau différent. Et bien que, comme parent, tu cheminais, tu étais plus loin, fallait que tu recules. Prendre un recul, regarder le gros portrait. Oui. Prendre soin de soi. Énorme, très important. Très important. Est-ce que j'ai manqué? Je pense pas. La paperasse. Pas tout le monde aime la paperasse. Non, la paperasse, il faut l'organiser. C'est important de l'organiser. C'est concret. Tout le monde reçoit la même information. Une des choses que j'ai oublié de mentionner, on me demandait constamment des copies de rapports et des copies de rapports. Puis c'est difficile pour les parents d'aller toujours chercher. Alors c'est là que je parlerai de l'organisation, parce que plus tard, je faisais des multicopies de certains rapports parce qu'on me les redemandait constamment. Alors des choses, j'avais vraiment une organisation à la maison où, ben je l'ai encore là, avec tous ces dossiers, puis toutes les choses que je savais qu'on allait me redemander, parce que ça c'est important. Donc, pas courir à Staples à chaque fois que quelqu'un veut une copie. Puis quand on fait une application pour des subventions, quoi que ce soit, de toujours garder des copies de tout. C'est important de garder des copies de tout. Donc, à part des services communautaires, parler des ressources, les services de répit, mais aussi les subventions, les programmes gouvernementaux. Oui. OK. Donc, un parent vient juste de recevoir le diagnostic, informer l'école. Oui. Mais aussi demander peut-être à initier la rencontre avec la personne en autisme. Oui. Okay. La demander, puis demander quels sont les services, s'informer quels sont les services qui existent dans votre école. Oui. Hein? Et puis ensuite, à ça, faire les demandes de services appropriés. OK. Oui. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Je pense pas. On a pas mal couvert pas mal tout, je pense. OK. Oui. Beaucoup d'informations dans un petit temps. Mais je pense pour les parents, les professionnels, très important. Ils entendent d'une maman et ils entendent du professionnel, dépendant du chapeau. Oui. Des fois, le chapeau a juste deux côtés. Oui. Okay? C'est pas aussi clair que ça, quel chapeau. C'est pas toujours facile, non. C'est ça. Pas toujours facile d'enlever le chapeau de maman ou de quel côté de la table tu es assis cette journée-là. Donc, un gros merci. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Te connaissant Morgane aussi, mais une vraie discussion du vécu. Merci d'avoir partagé avec l'auditoire. Donc, merci participants et participantes d'avoir écouté Laurence parler de son fils, de sa vie, donner un petit peu d'informations, là, c'est pas toujours facile de parler de sa vie, de parler de l'espoir, que le découragement va arriver, comme parent qui élève un enfant, mais un enfant a grand besoin, il y a des hauts et des bas, mais tenir fort, esprit ouvert, la collaboration, toutes les choses que Laurence a mentionnées. Mais pour faire tout ça, je pense le point, et je sais que tu adores ta danse, et tu es super bonne à la danse aussi. Une compétition, c'est vraiment le fun de te voir danser, parce que tu es dans ton élément à ce moment-là. Merci. Tu es Laurence. Que ça, c'est important, parce que la tâche est énorme, mais il faut prendre un recul et prendre soin de soi. Oui. Okay. Pour les parents et les professionnels qui désirent avoir plus d'informations sur qu'est-ce qui est disponible chez Autisme Ontario dans la communauté, je vous invite de visiter le site web d'Autisme Ontario. C'est Autism Ontario en anglais, donc autismontario.com. Et juste en haut à la droite, vous allez voir section locale. Il y a plein d'informations sur le site, l'information en anglais, l'information en français. Vous allez voir section française aussi, qui a beaucoup d'informations. La base de connaissances à la gauche, c'est
répertoire de plus de 100 articles et fiches conseils maintenant qui va du diagnostic aux transitions, prendre soin de soi, la planification future, toutes sortes d'informations. Donc, je vous invite de communiquer avec la section locale d'Autisme Ontario. Qu'est-ce qui est disponible? Quelles sont les activités, les sources de fonds d'autres services et programmes du ministère des services à l'enfance et à la jeunesse, du ministère de l'Éducation. Beaucoup se fait au nom de l'autisme en Ontario maintenant. Laurence a parlé du fait que 16 ans et demi passés, ce n'était pas la même province quand on parle de services en autisme. Donc, commencez avec le site web d'Autisme Ontario et de là, vous pouvez trouver beaucoup d'informations. Merci encore. À la prochaine.